Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire sur D8, Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite d'une lecture ensemble. On a poursuivi le roman À l'ombre des jeunes filles en fleurs, un roman monumental de Marcel Proust qui s'inscrit dans la saga À la recherche du temps perdu. C'est un roman qui a eu le prix Goncourt en 1919 et dont je vais poursuivre la lecture ce soir en votre compagnie. N'hésitez pas à réagir à cette lecture, à ce roman, à cet auteur avec le hashtag VBN sur les réseaux sociaux. Nous lisons tous vos petits commentaires avec beaucoup d'attention. Je poursuis donc cette lecture, je me rhabille en même temps et je vous souhaite une très bonne soirée. Ma mère ne me parut pas très satisfaite que mon père ne songeât plus pour moi à la carrière. Je crois que, soucieuse avant tout qu'une règle d'existence disciplinât les caprices de mes nerfs, ce qu'elle regrettait, c'était moins de me voir renoncer à la diplomatie que m'adonner à la littérature. Mais laisse donc, s'écria mon père, il faut avant tout prendre du plaisir à ce qu'on fait. Or, il n'est plus un enfant. Il sait bien maintenant ce qu'il aime. Il est peu probable qu'il change, et il est capable de se rendre compte de ce qui le rendra heureux dans l'existence. En attendant que, grâce à la liberté qu'elle m'octroyait, je fusse, ou non, heureux dans l'existence, les paroles de mon père me firent ce soir-là bien de la peine. De tout temps, ces gentillesses imprévues m'avaient, quand elles se produisaient, donné une telle envie d'embrasser au-dessus de sa barbe ses joues colorées que je n'y cédais pas. C'était seulement par peur de lui déplaire. Aujourd'hui, comme un auteur s'effraie de voir ses propres rêveries qui lui paraissent sans grande valeur parce qu'il ne les sépare pas de lui-même, obliger un éditeur à choisir un papier, à employer des caractères peut-être trop beaux pour elle, je me demandais si mon désir d'écrire était quelque chose d'assez important pour que mon père dépensât à cause de cela tant de bonté. Mais surtout, en parlant de mes goûts qui ne changeaient plus, de ce qui était destiné à rendre mon existence heureuse, il insinuait en moi deux terribles soupçons. Le premier, c'était que, alors que chaque jour je me considérais comme sur le seuil de ma vie, encore intacte et qui ne débuterait que le lendemain matin, mon existence avait déjà commencé, bien plus, que ce qui en allait suivre ne serait pas très différent de ce qui avait précédé. Le second soupçon, qui n'était à vrai dire qu'une autre forme du premier, c'est que je n'étais pas situé en dehors du temps, mais soumis à ses lois, tout comme ces personnages de romans qui, à cause de cela, me jetaient dans une telle tristesse quand je lisais leur vie à Combray, au fond de ma guérite d'osier. Théoriquement, on sait que la terre tourne, mais en fait, on ne s'aperçoit pas. Le sol sur lequel on marche semble ne pas bouger et on vit tranquille. Il en est ainsi du temps dans la vie. Et pour rendre sa fuite sensible, les romanciers sont obligés, en accélérant follement les battements de l'aiguille, de faire franchir au lecteur 10, 20, 30 ans en 2 minutes. Au haut d'une page, on a quitté un amant plein d'espoir. Au bas de la suivante, on le retrouve octogénaire, accomplissant péniblement dans le préau d'un hospice sa promenade quotidienne, répondant à peine aux paroles qu'on lui adresse, ayant oublié le passé. En disant de moi, ce n'est plus un enfant, ses goûts ne changeront plus, etc., mon père venait tout d'un coup de me faire apparaître à moi-même dans le temps. Et il me causait le même genre de tristesse que si j'avais été non pas encore l'hospitalisé ramolli, mais ces héros dont l'auteur, sur un ton indifférent, qui est particulièrement cruel, nous dit à la fin d'un livre
Il quitte de moins en moins la campagne. Il a fini par s'y fixer définitivement, etc. Cependant, mon père, pour aller au-devant des critiques que nous aurions pu faire sur notre invité, dit à maman: j'avoue que le père Norpois a été un peu poncif, comme vous dites. Quand il a dit qu'il aurait été peu séant de poser une question au comte de Paris, j'ai eu peur que vous ne vous mettiez à rire. Mais pas du tout, répondit ma mère. J'aime beaucoup qu'un homme de cette valeur et de cet âge ait gardé cette sorte de naïveté qui ne prouve qu'un fond d'honnêteté et de bonne éducation. Je crois bien. Cela ne l'empêche pas d'être fin et intelligent. Je le sais, moi qui le vois à la commission tout autre qu'il n'est ici, s'écria mon père, heureux de voir que maman appréciait monsieur de Norpois et voulant lui persuader qu'il était encore supérieur à ce qu'elle croyait. Parce que la cordialité surfait avec autant de plaisir qu'en prend la taquinerie à déprécier. Comment a-t-il donc dit ? Avec les princes, on ne sait jamais. Mais oui, comme tu le dis là, j'avais remarqué, c'est très fin. On voit qu'il a une profonde expérience de la vie. C'est extraordinaire qu'il ait dîné chez Swann et qu'il y ait trouvé en somme des gens réguliers, des fonctionnaires. Où est-ce que Madame Swann a pu aller prêcher tout ce monde-là ? As-tu remarqué avec quelle malice il a fait cette réflexion ? C'est une maison où il va surtout des hommes. Et tous deux cherchaient à reproduire la manière dont M. de Norpois avait dit cette phrase, comme ils auraient fait pour quelque intonation de Bressan ou de Thiron dans L'Aventurière ou dans Le gendre de M. Poirier. Mais de tous ces mots, le plus goûté le fut par Françoise, qui encore plusieurs années après ne pouvait pas tenir son sérieux si on lui rappelait qu'elle avait été traitée par l'ambassadeur de chef de premier ordre. C'est que ma mère était allée lui transmettre, comme un ministre de la guerre, les félicitations d'un souverain de passage après la revue. Je l'avais d'ailleurs précédée à la cuisine, car j'avais fait promettre à Françoise, pacifiste mais cruelle, qu'elle ne ferait pas trop souffrir le lapin qu'elle avait à tuer. Et je n'avais pas eu de nouvelles de cette mort. Françoise m'assura qu'elle s'était passée le mieux du monde et très rapidement. J'ai jamais vu une bête comme ça. Elle est morte sans dire seulement une parole. Vous auriez dit qu'elle était muette. Peu au courant du langage des bêtes, j'alléguai que le lapin ne criait peut-être pas, comme le poulet. Attendez un peu voir, me dit Françoise, indignée de mon ignorance. Si les lapins ne crient pas autant que les poules, ils ont même la voix bien plus forte. Françoise accepta les compliments de M. de Norpois avec la fierté, la fière simplicité, le regard joyeux, et fût-ce momentanément intelligent d'un artiste à qui on parle de son art. Ma mère l'avait employé autrefois dans certains grands restaurants, voir comment on y faisait la cuisine. J'eus ce soir-là à l'entendre traiter les plus célèbres de gargotes le même plaisir qu'autrefois à apprendre, pour les artistes dramatiques, que la hiérarchie de leur mérite n'était pas la même que celle de leur réputation. L'ambassadeur, lui dit ma mère, assure que nulle part on ne mange de bœuf froid et de soufflé comme les vôtres. Françoise, avec un air de modestie et de rendre hommage à la vérité, l'accorda, sans être d'ailleurs impressionnée par le titre d'ambassadeur. Elle disait de M. de Norpois, avec l'amabilité due à quelqu'un qui l'avait prise pour un chef: « C'est un bon vieux comme moi. » Elle avait bien cherché à l'apercevoir quand il était arrivé, mais sachant que maman détestait qu'on fût derrière les portes ou aux fenêtres, et pensant qu'elle saurait par les autres domestiques ou par les concierges qu'elle avait fait le guet,
car Françoise ne voyait partout que jalousie et racontage, qui jouaient dans son imagination le même rôle permanent et funeste que pour telle autre personne les intrigues des jésuites ou des juifs. Elle s'était contentée de regarder par la croisée de la cuisine pour ne pas avoir des raisons avec madame. Et sous l'aspect sommaire de monsieur de Norpois, elle avait cru monsieur Legrandin, à cause de son agilité, et bien qu'il n'y eût pas un trait commun entre eux. Mais enfin, lui demanda ma mère, comment expliquez-vous que personne ne fasse la gelée aussi bien que vous, quand vous le voulez? Je ne sais pas d'où ce que ça vient, répondit Françoise, qui n'établissait pas une démarcation bien nette entre le verbe venir, au moins pris dans certaines acceptions, et le verbe devenir. Elle disait vrai du reste, en partie, et n'était pas beaucoup plus capable, ou désireuse, de dévoiler le mystère qui faisait la supériorité de ses gelées ou de ses crèmes, qu'une grande élégante pour ses toilettes ou une grande cantatrice pour son chant. Leurs explications ne nous disent pas grand-chose. Il en était de même des recettes de notre cuisinière. Ils font cuire trop à la va-vite, répondit-elle en parlant des grands restaurateurs. Et puis pas tout ensemble. Il faut que le bœuf, il devienne comme une éponge, alors il boit tout le jus jusqu'au fond. Pourtant, il y avait un de ces cafés où il me semble qu'on savait bien un peu faire la cuisine. Je ne dis pas que c'était tout à fait ma gelée, mais c'était fait bien doucement. Et les soufflés, ils avaient bien de la crème. « Est-ce Henri ?» demanda mon père, qui nous avait rejoints et appréciait beaucoup le restaurant de la place Gaillon, où il avait à des dates fixes des repas de corps. « Oh non !» dit Françoise, avec une douceur qui cachait un profond dédain. « Je parlais d'un petit restaurant. Chez cet Henri. C'est très bon, bien sûr, mais c'est pas un restaurant. C'est plutôt un bouillon. » Weber ? Ah non, monsieur. Je voulais dire un bon restaurant. Weber, c'est dans la rue Royale. Ce n'est pas un restaurant, c'est une brasserie. Je ne sais pas ce qu'il vous donne et je ne sais pas si ce qu'il vous donne est servi. Je crois qu'ils n'ont même pas de nappe. Ils posent cela comme cela sur la table. Va comme je te pousse. Sirop ? Françoise sourit. Oh là, je crois qu'en fait de cuisine, il y a surtout des dames du monde. Monde signifiait pour Françoise demi-monde. Dame, il faut ça pour la jeunesse. Nous nous apercevions qu'avec son air de simplicité, Françoise était pour les cuisiniers célèbres une plus terrible camarade que ne peut l'être l'actrice la plus envieuse et la plus infatuée. Nous sentîmes pourtant qu'elle avait un sentiment juste de son art et le respect des traditions, car elle ajouta « Non, je veux dire un restaurant où c'est qu'il y avait l'air d'avoir une bien bonne petite cuisine bourgeoise. C'est une maison encore assez conséquente. Ça travaillait beaucoup. Ah, on en ramassait des sous là-dedans. » Françoise économe comptait par sous, non par louis, comme les décavés. Madame connaît bien là, à droite, sur les grands boulevards, un peu en arrière, le restaurant dont elle parlait avec cette équité mêlée d'orgueil et de bonhomie. C'était le café anglais. Quand vint le 1er janvier, je fis d'abord des visites de famille avec maman, qui, pour ne pas me fatiguer, les avait d'avance, à l'aide d'un itinéraire tracé par mon père, classé par quartier, plutôt que selon le degré exact de la parenté. Mais à peine entré dans le salon d'une cousine assez éloignée, qui avait comme raison de passer d'abord que sa demeure ne le fût pas de la nôtre, ma mère avait été épouvantée en voyant ces marrons glacés ou déguisés à la main, le meilleur ami du plus susceptible de mes oncles, auquel il allait rapporter que nous n'avions pas commencé notre tournée par lui. Cet oncle serait sûrement blessé. Il n'eût trouvé que naturel que nous allassions de la Madeleine au jardin des plantes,
où il habitait avant de nous arrêter à Saint-Augustin pour repartir rue de l'école de médecine. Les visites finies, ma grand-mère dispensait que nous en fissions une chez elle, comme nous y dînions ce jour-là. Je courus jusqu'aux Champs-Élysées, portée à notre marchande pour qu'elle la remît à la personne qui venait plusieurs fois par semaine chez les Swann. Il cherchait du pain d'épices. La lettre que, dès le jour où mon ami m'avait fait tant de peine, j'avais décidé de lui envoyer au Nouvel An, et dans laquelle je lui disais que notre amitié ancienne disparaissait avec l'année finie, que j'oubliais mes griefs et mes déceptions, et qu'à partir du 1er janvier, c'était une amitié neuve que nous allions bâtir, si solide que rien ne la détruirait, si merveilleuse que j'espérais que Gilberte mettrait quelque coquetterie à lui garder toute sa beauté et à m'avertir à temps, comme je promettais de le faire moi-même, aussitôt que surviendrait le moindre péril qui pourrait l'endommager. En rentrant, Françoise me fit arrêter au coin de la rue Royale, devant un étalage en plein vent, où elle choisit, pour ses propres étrennes, des photographies de Pie IX et de Raspail, et où, pour ma part, j'en achetai une de la Berma. Les innombrables admirations qu'excitait l'artiste donnaient quelque chose d'un peu pauvre à ce visage unique qu'elle avait pour y répondre, immuable et précaire, comme ce vêtement des personnes qui n'en ont pas de rechange, où elle ne pouvait exhiber toujours que le petit pli au-dessus de la lèvre supérieure, le relèvement des sourcils, quelques autres particularités physiques, toujours les mêmes qui, en somme, étaient à la merci d'une brûlure ou d'un choc. Ce visage, d'ailleurs, ne m'eût pas à lui seul semblé beau, mais il me donnait l'idée, et par conséquent l'envie, de l'embrasser, à cause de tous les baisers qu'il avait dû supporter, et que, du fond de la carte album, il semblait appeler encore par ce regard coquettement tendre et ce sourire artificieusement ingénu. Car la Berma devait ressentir effectivement, pour bien des jeunes hommes, ces désirs qu'elle avouait sous le couvert du personnage de Phèdre, et dont tout, même le prestige de son nom, qui ajoutait à sa beauté et prorogeait sa jeunesse, devait lui rendre l'assouvissement si facile. Le soir tombé, je m'arrêtai devant une colonne de théâtre où était affichée la représentation que la Berma donnait pour le 1er janvier. Il soufflait un vent humide et doux. C'était un temps que je connaissais. J'eus la sensation et le pressentiment que le jour de l'an n'était pas un jour différent des autres, qui n'était pas le premier d'un monde nouveau où j'aurais pu, avec une chance encore intacte, refaire la connaissance de Gilberte comme au temps de la création, comme s'il n'existait pas encore de passé, comme s'il eût été anéanti, avec les indices qu'on aurait pu en tirer pour l'avenir, les déceptions qu'elle m'avait parfois causées, un nouveau monde où rien ne subsista de l'ancien. Rien qu'une chose, mon désir que Gilberte m'aimât. Je compris que si mon cœur souhaitait ce renouvellement autour de lui d'un univers qui ne l'avait pas satisfait, c'est que lui, mon cœur, n'avait pas changé. Et je me dis qu'il n'y avait pas de raison pour que celui de Gilberte eût changé davantage. Je sentis que cette nouvelle amitié, c'était la même. Comme se sont séparées des autres par un fossé, les années nouvelles que notre désir, sans pouvoir les atteindre et les modifier, recouvre à leur insu d'un nom différent. J'avais beau dédier celle-ci à Gilberte, et comme on superpose une religion aux lois aveugles de la nature, essayer d'imprimer au jour de l'an l'idée particulière que je m'étais faite de lui, c'était en vain. Je sentais qu'il ne savait pas qu'on l'appelât le jour de l'an, qu'il finissait dans le crépuscule d'une façon qui ne m'était pas nouvelle, dans le vent doux qui soufflait autour de la colonne d'affiches. J'avais reconnu, j'avais senti réapparaître la matière éternelle et commune, l'humidité familière, l'ignorante fluidité des anciens jours.
Je revins à la maison. Je venais de vivre le 1er janvier des hommes vieux qui diffèrent ce jour-là des jeunes. Non parce qu'on leur donne plus d'étrennes, mais parce qu'ils ne croient plus au nouvel an. Des étrennes, j'en avais reçu, mais non pas les seuls qui m'eussent fait plaisir et qui eussent été un mot de Gilberte. J'étais pourtant jeune encore, tout de même, puisque j'avais pu lui en écrire un par lequel j'espérais, en lui disant les rêves solitaires de ma tendresse, en éveiller de pareils en elle. La tristesse des hommes qui ont vieilli, c'est de ne pas même songer à écrire de telles lettres dont ils ont appris l'inefficacité. Voilà, c'est ici que j'achève cette lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Davia Martelly, sur Facebook et sur Twitter. Je suis ravie de retrouver les téléspectateurs sur Internet. Bonne nuit pour ceux qui se couchent et bon courage pour ceux qui travaillent. À très bientôt. Bye bye.